Bonjour à tous et bienvenue. On va commencer. On va attendre juste 10 secondes pour les retardataires. Alors, je vous partage mon écran. Là, je suis très content. Merci à la briqueterie de me réinviter. Pour la petite histoire, j'avais fait un webinar un petit peu sur le no-code, en tout cas il y a un an de cela. Et ça a pas mal évolué entre-temps. Allons-y, on y va. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est un petit peu de vous montrer, en tout cas, je vais essayer de vous convaincre que le no-code peut vraiment accélérer la transformation digitale de votre PME. Je pense que vu le contexte économique avec le Covid depuis 1 an et demi et on va dire la reprise d'activité prévue, je l'espère en tout cas après l'été, la digitalisation est vraiment quelque chose qui est ultra important pour n'importe quelle PME, n'importe quelle industrie. Donc on va répondre à cette question-là. À l'issue un petit peu de l'intro et du contexte, je vais vous présenter 3 problèmes de PME que j'ai solutionnés avec 3 outils no-code différents. Ça vous permettra un petit peu de vous projeter. Il y aura une session de questions-réponses, donc ne partez pas comme des voleurs à la fin. N'hésitez pas, je serai là pour répondre à toutes vos questions. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez aussi plein de petits cadeaux surprises. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente. Donc moi, je m'appelle Florent Isidore, je suis basé à Marseille. Ça fait 7 ans que je suis dans le digital. J'ai à la base plutôt un profil de product manager. Donc c'est plutôt un profil qui va construire, on va dire, concevoir les solutions qu'on va ensuite mettre à disposition du coup des clients finaux. Donc j'ai été à la fois en environnement de PME, donc chez Babola, leader du tennis, puis en startup chez GoJob, qui est le leader de l'intérim en France. Et j'ai décidé depuis le début de l'année de créer ma structure qui s'appelle Swap, qui est une agence no-code qui vise à accompagner les PME dans leur transformation numérique. Et pour cela, du coup, j'utilise une stack d'outils no-code, donc essentiellement Stacker et Integromat, que vous allez un petit peu voir dans la présentation. Bon, assez parlé de moi, on rentre dans le vif du sujet. Alors là, je pense que vous allez peut-être vous reconnaître pour situer un petit peu, mettre dans le contexte. Il y a vraiment 3 typologies de problèmes qu'on retrouve très souvent, d'après des études, d'après mon immersion que j'ai pu avoir en PME. Le premier problème, c'est vraiment le problème de performance, de productivité des équipes au quotidien. Donc vraiment les actions plutôt opérationnelles et administratives, qui est du coup un vrai problème des PME. Le second problème qu'on peut rencontrer, c'est tout ce qui est erreur humaine, erreur de process. Là encore, ça peut être dû aussi à des surcharges de productivité ou à des processus qui peuvent être trop complexes, manuels, etc. Et le troisième problème, c'est l'accès à l'information. L'information est vraiment clé dans tous les processus, dans toutes les industries. Et très souvent, on a du mal à accéder à l'info. Donc là, c'est bien, on a les problèmes, mais souvent, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir les problèmes, parce que souvent, les problèmes, on les connaît. C'est de connaître plutôt les causes de ces problèmes. Donc très souvent, une des causes, c'est qu'on n'a pas de centralisation de la donnée. La donnée est vraiment éparpillée sur différents outils, différents fichiers, dans la tête des gens aussi, des fois, sur des papiers. Et au final, on n'a pas un outil qui centralise toutes les infos au moment où vraiment on a besoin de la donnée. La seconde cause, c'est que très souvent, on a des processus qui sont historiquement complexes et ou manuels. Et donc, ce qui va du coup demander intellectuellement plus de travail. Et donc, ça va être un petit peu compliqué sur la durée. Troisième cause, c'est que très souvent, on peut avoir des outils numériques qui sont des fois inexistants pour des raisons budgétaires, pour différentes raisons. Des fois, on a des outils, mais ils sont mal utilisés parce qu'on n'a pas compris ou alors parce que les équipes n'ont pas été suffisamment formées. Et des fois, ils ne sont pas adaptés. On part sur un outil, au final, en fait, il ne répond pas correctement à mon besoin ou alors on l'exploite qu'à 10% et au final, on paye 100% un outil qui n'est pas adapté. Voilà un petit peu les 3 causes que j'ai pu rencontrer dans mes expériences et d'après les différentes études que j'ai pu un petit peu regarder. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de freins au projet numérique. Alors ça, c'est assez historique et je pense que c'est assez français, bien sûr. C'est qu'on à chaque fois, bien sûr, la partie numérique est souvent passée un petit peu au second plan. Alors ça commence à changer. Je pense qu'avec le Covid, on a compris que on n'avait pas le choix. Il fallait investir dans le digital. Donc très souvent, le budget d'investissement est pas toujours à la mesure de ce qu'on vraiment on recherche et aux ambitions de la boîte. L'investissement humain, parce qu'en fait, pour créer des produits numériques
qu'on les fasse nous-mêmes ou qu'on les fasse faire par des prestataires, ça demande vraiment un gros travail des équipes plutôt métiers, parce qu'au final, c'est elles qui connaissent leurs besoins, et sans ça, personne ne peut construire des produits adaptés. Et encore une fois, qu'on le fasse nous-mêmes, par nous-mêmes ou par une agence externe, les compétences et la notion d'appétence technique, souvent sont aussi des freins, parce qu'en fait, on maîtrise pas le jargon, on maîtrise pas un petit peu les différents outils. Du coup, on a du mal aussi à communiquer, à collaborer avec des prestataires. Donc ça, c'était un petit peu là le contexte. Et ce qui fait que du coup, en fait, aujourd'hui, on observe quand même qu'on est un petit peu sur une transformation numérique qui a été initiée il y a quelques années. Mais au final, on avance doucement. On a accéléré, je trouve, cette année. Et je pense qu'on va accélérer au fil du temps. Mais voilà, on est encore un petit peu, je trouve, un peu lent, même si voilà, n'y voyez aucune critique négative sur vos business. Et ça, c'était jusqu'à maintenant. Et en fait, moi, je suis assez convaincu d'une chose, c'est que le no-code, il vous donne en fait à vous et aussi à tous les acteurs qui vont du coup concevoir et produire des solutions pour vous, des super pouvoirs. Et je vais vous montrer comment accéder au no-code et quels sont ces super pouvoirs et comment du coup on peut construire des super solutions pour des PME. Avant de parler vraiment des outils, je pense que c'est intéressant de mettre une histoire derrière le no-code. J'aime bien ce visuel qui est d'une agence no-code qui s'appelle Allegria, qui présente un petit peu l'évolution du langage informatique. Dans les années 60, on avait ce qu'on appelait le binaire. C'était des 0 et des 1. C'était un langage qui était vraiment pas très, on va dire, compréhensible pour un utilisateur, pour une personne. C'était vraiment le début de l'informatique. Ensuite, on avait tout ce qui était assembleur, on va dire 10 années plus tard, qui était plutôt de traduire ces 0 et des 1 en des interfaces un peu plus lisibles, des caractères, des chiffres. Donc, c'est un petit peu l'équivalent un peu d'un ticket une note d'un restaurant. Ça fait, on a converti du langage 0-1 en quelque chose qui est lisible par n'importe qui. Ensuite, on a eu l'émergence des langages de programmation. Donc, c'est là où sont nés un petit peu les développeurs, un peu classiques. 10 ans plus tard, voire 20 ans plus tard, on a ce qu'on appelle les frameworks, qui sont des librairies de briques de langage de programmation. Donc, on est encore sur quelque chose de technique. Et depuis quelques années, on a eu l'émergence d'abord de ce qu'on appelle les CMS, qui sont plutôt des outils à vocation de créer des sites. Je pense à WordPress, je pense à Joomla. On a commencé à avoir du no-code qui arrive plutôt sur des sites Internet. Et maintenant, le no-code est vraiment partout. On peut construire tout et n'importe quoi avec le no-code, vous allez voir. Concrètement, c'est quoi le no-code? J'aime bien cette image de Lego. C'est un petit peu les Lego pour adultes. C'est qu'on a vraiment des briques qui sont vraiment clés en main. Et en fait, on peut construire avec différentes briques pour construire en fait un château en Lego. Et chacune des briques en fait sont reconnaissables par n'importe qui. Et en fait, le no-code, ce qui est super, c'est que ça supprime l'ensemble des freins que je vous ai évoqués en première partie de la présentation. On est sur des outils qui sont ultra ergonomiques, ultra intuitifs. Donc, on va dire que n'importe qui, alors ça dépend des outils bien sûr, mais la plupart des outils sont vraiment accessibles à une personne qui n'a jamais été développeur, qui n'a jamais fait du développement, même le plus basique soit-il. Ce sont des outils qui sont vraiment fonctionnels et qui sont connectables et interopérables avec d'autres outils, donc avec vos outils que vous utilisez au quotidien. Et d'un outil no-code à l'autre, les codes sont assez identiques. Ce qui permet du coup, si vous utilisez plusieurs outils no-code pour différents besoins, vous retrouverez plus ou moins les mêmes choses dans les différents outils, ce qui facilite la prise en main des outils. Ensuite, un chiffre intéressant, 30%. Il y a une étude qui dit qu'en fait, d'ici 2-3 ans, 30% des applications, des solutions numériques seront construites par ce qu'on appelle des citizen developers. C'est un terme un peu compliqué à comprendre, mais c'est que concrètement, 30% des applications des PME seront construites par les collaborateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est plus des cabinets de consulting, des agences no-code, des développeurs qui vont les construire. C'est vraiment les utilisateurs qui vont créer leurs propres outils. Donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Et c'est le no-code qui va essentiellement, on va dire, permettre cela. Maintenant qu'on a vu le no-code, en fait, à quoi ça sert, le no-code? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le no-code? En fait, avec le no-code, on peut vraiment tout faire. On peut faire des marketplaces, des applications internes, un site e-commerce, votre CRM, un site juste de type landing page,
des applications mobiles, un portail pour vos collaborateurs, un portail pour vos clients, un chatbot, une application métier pour vos commerciaux qui sont en déplacement. Voilà, on peut vraiment tout faire. La seule complexité, c'est que du coup, il y a une galaxie d'outils. Et en fonction de ce qu'on veut faire, il y a un outil adéquat ou plusieurs outils adéquats. Et le plus dur, c'est plutôt ça, c'est de trouver l'outil. Parce que si on choisit le mauvais outil, on part direct sur une mauvaise direction. Et c'est là où on va avoir du mal. Donc très souvent, c'est pour ça que les agences no-code vous font gagner du temps, parce qu'elles sont déjà habituées à savoir quel outil répond à votre besoin. Là où si vous le faites par vous-même, vous allez du coup passer un petit peu de temps et potentiellement vous tromper sur l'outil que vous allez choisir. Là, je vais essayer de vous convaincre de pourquoi vous êtes le no-code, si c'est pas encore déjà convaincu. Le coût d'entrée. Vous allez voir, les outils sont accessibles d'un point de vue coût et vous allez pouvoir rapidement faire des solutions. Donc du coup, par rapport à un développement classique, on va dire, avec des développeurs classiques. Naturellement, du coup, si c'est rapide, vous avez ce qu'on appelle un time to market qui est amélioré. Vous avez la possibilité de convertir une idée, un problème, en une solution plus rapidement. Les outils sont accessibles. Là où avant, il fallait avoir un diplôme de développeur ou être formé au développement, là, les outils sont accessibles. Ils sont flexibles. Alors, on est sur des outils no-code, mais qui vous permettent aussi de faire des choses sur mesure. On est sur des briques, mais les briques, vous pouvez changer la couleur, vous changer la taille. C'est vraiment quelque chose qui est customisable. Grâce à ces outils, vous avez aussi une agilité qui vous permet de faire vraiment des choses beaucoup plus rapidement et de travailler sur des livraisons en continu. Vous faites une première construction de Lego, vous la faites évoluer, vous la testez, vous faites une petite évolution et ainsi de suite. Là où avant, on avait sur des développements qui prenaient des mois et entre-temps, en fait, les besoins avaient évolué. Ces outils-là vous rendent indépendant parce que du coup, vous maîtrisez vous-même l'outil, là où avant, il fallait sous-traiter ça à un développeur, à une agence. Les faiblesses. Le coût des outils, alors selon les outils, peut être assez coûteux parce qu'au final, au début, vous gagnez du temps, mais on est souvent sur des systèmes d'abonnement. Et donc, si l'outil que vous avez construit, vous le gardez pendant 5 ans, vous allez payer pendant 5 ans l'abonnement. Là où avant, sur un développement classique, vous payez plutôt à la prestation. Donc, par exemple, vous payez plus cher au début, par exemple 10 000 euros, et ensuite, vous avez plus, hormis les coûts d'hébergement et compagnie, mais vous avez plus de coûts de stockage, les coûts du développeur. Tant qu'il n'y a pas d'évolution, vous ne payez pas. Donc, c'est vraiment, en tout cas, une vision différente, un budget différent, mais je trouve ça intéressant de pouvoir dépenser, en tout cas au début, moins d'argent, et qu'une fois que l'outil fonctionne, vous n'aurez pas de problème à dépenser de l'argent si l'outil vraiment répond à vos besoins. Là où avant, on dépensait 10 000 euros, et potentiellement, une fois qu'on avait l'outil, il ne marchait pas très bien. La stabilité. Alors, selon les outils no-code, on a encore des problématiques un peu de stabilité en fonction de la bande passante, en fonction de la richesse des données. Donc ça dépend un petit peu, mais sur une PME, vous n'aurez aucun problème. Sur des grands comptes, ça peut commencer des fois à être un petit peu problématique. La sécurité, dans le sens où dès lors où vous travaillez sur un outil tiers, par exemple, c'est le cas quand vous hébergez votre site sur OVH, One and One, mais dès qu'on dépend d'un tiers, ça rajoute du coup potentiellement des failles de sécurité, mais ça, encore une fois, vous le faites déjà vous au quotidien avec vos outils, vos prestataires, donc au final, c'est un risque, mais qui reste pour moi minime. Vous n'êtes pas propriétaire de la solution, le code, au final, c'est pas le vôtre, c'est pas celui du développeur, c'est celui du logiciel. Et après, il y a quelques petits freins. Je vous l'ai dit, il faut trouver le bon outil. Les volumes de données peuvent avoir aussi un impact sur le logiciel que vous allez utiliser en no-code. Et selon les outils, on a des freins, des limites d'évolutivité, de customisation des éléments de l'interface. Et je vous l'ai dit un petit peu, vous dépendez de plateformes tierces. Donc, malheureusement, si une des plateformes dépose le bilan, votre outil va disparaître. Donc là aussi, ça peut être un risque. Rapidement, je vous montre un petit peu l'écosystème no-code, sans rentrer trop dans le détail. On a une grande catégorie qui sont les product builders, qui sont vraiment de pouvoir construire des outils, des sites, des applications, donc avec les gros noms. Vous avez ce qu'on appelle des databases, comment on va pouvoir stocker et héberger votre base de données, avec notamment Airtable, qui est un des plus connus. Des connecteurs pour pouvoir automatiser les échanges d'informations. Donc Zapier, Integromat qui sont les plus connus. Et après,
vous voyez, mais là, ça va peut-être moins vous intéresser, mais le no-code, ça sert à tout. On peut créer des jeux vidéo avec no-code, on peut créer des chatbots, des assistants virtuels en 3D, scraper des infos sur Internet. Voilà. Tout est possible aujourd'hui en no-code, pas seulement pour créer un site vitrine sur Wix. Ça, c'était un petit peu le no-code d'il y a 2-3 ans. Maintenant, vous pouvez tout faire avec le no-code. Et à chaque fois, un outil ou plusieurs outils adéquats. À chaque besoin, à chaque problème, vous avez un outil ou plusieurs outils adéquats. Ce qui est intéressant, si vous voulez vous lancer dans le no-code, c'est vous poser ces 4 questions. La première question, c'est est-ce que je veux construire la solution par moi-même? Ça, c'est une question qui est ultra importante. En tout cas, les personnes qui débutent, qui sont vraiment en création d'une boîte, pour moi, il faut que vous mettez un petit peu la main à la pâte au début. Après, si vous avez du coup des contraintes de temps, bien sûr, vous pouvez directement faire sous-traiter la création. Est-ce que vous voulez être formé sur la solution construite pour pouvoir éventuellement la prendre en main et la faire évoluer par vous-même au bout d'1 an et de couper le cordon, on va dire, avec l'agence no-code? Est-ce que vous avez déjà utilisé des outils no-code et est-ce que vous avez déjà des outils au sein de votre PME pour voir un peu quels sont les outils qui peuvent être interconnectables avec ces outils no-code? Et est-ce que j'ai déjà identifié ou choisi un ou plusieurs outils no-code? Ça arrive que des clients arrivent avec un outil. Alors, moi, personnellement, je préfère que vous arriviez sans outils et plutôt avec des besoins et vous trouverez l'outil adéquat. Ensuite, on se dit, voilà, on est convaincu, on a répondu à ces questions, comment on se lance? On a 2 grandes catégories, on va dire, d'acteurs qui peuvent vous accompagner. On a d'un côté les acteurs qui peuvent vous accompagner sur la conception et le développement de vos outils. Donc, l'équivalent un petit peu de ce qu'on appelle des agences no-code. Voici quelques noms. Les plus connus sont référencés ici. Donc, soit, bien sûr, la structure que j'ai créée est plutôt dans ce positionnement-là. Et vous avez, bien sûr, aussi des freelances qui peuvent vous accompagner sur ces mêmes problématiques-là. Là, l'avantage de partir sur une agence de développement pour la partie conception et développement, c'est que vous allez pouvoir plus rapidement, du coup, avoir votre solution parce que, du coup, les agences ont plus de ressources sûrement que vous et, du coup, elles sont vraiment dédiées pour faire cela. Vous avez ce qu'on appelle une approche de MVP, Minimum Valuable Product, où l'agence doit vraiment répondre aux besoins et travailler une solution la plus petite soit-elle pour vraiment aller rapidement sur la mise en place. Là où très souvent, si vous le faites par vous-même, vous allez un petit peu vous perdre et faire une solution qui est plus une usine à gaz. Et après, vous avez 2 faiblesses. Le coût, si vous faites déléguer, naturellement, vous allez payer les personnes qui vont le faire. Et si vous déléguez, potentiellement, vous n'allez jamais appréhender les outils et donc vous ne serez jamais en mesure peut-être de, par vous-même, faire évoluer vos solutions ensuite. Et ensuite, si vous préférez plutôt développer l'outil par vous-même, vous avez du coup une autre catégorie qui sont plus sur la formation au développement et plutôt sur un suivi de type mentoring. Voici les grands acteurs. Je fais un coucou à Thibaut de chez Auto qui est marseillais, donc je connais très bien, qui accompagne les PME et entrepreneurs dans la construction de leur outil. Vous avez aussi des freelances qui font cela. Donc là, les avantages, c'est que du coup, vous prenez en main par vous-même les outils. Vous êtes dès le début indépendant, en tout cas, vous visez à être indépendant parce que du coup, par vous-même, vous créez la solution. Le problème, c'est que si vous êtes sur un besoin qui est assez urgent, le temps d'apprendre l'outil, vous allez prendre beaucoup de temps. Et naturellement, pour pouvoir créer la solution, ça vous prend du temps. Donc, si vous êtes sur un business qui tourne et vous n'avez pas du coup de temps disponible, soit vous allez travailler le week-end, le soir, et donc du coup, votre business va être un peu au ralenti. Donc voilà, encore une fois, les 2 catégories. Plutôt l'agence de code qui construit tout pour vous, plutôt des personnes qui vont vous accompagner à construire les solutions. Si vous voulez voir un petit peu quelles sont les agences no-code en fonction de vos besoins, parce que chaque agence est spécialisée sur des outils, sur des typologies de produits, sur des offres d'accompagnement, vous avez un site qui est assez cool, qui s'appelle agencenocode.fr, agence au pluriel, et qui vous trouve une sélection de 3 agences en fonction de vos critères de recherche. C'est le premier cadeau. Notez-le, il y en aura 3. Donc voilà un petit peu pour l'intro. L'idée, c'était de faire un petit peu un tour d'horizon du no-code, des bénéfices. Et maintenant, je vais vraiment parler des cas concrets pour vous projeter sur potentiellement, vous allez peut-être vous reconnaître sur ces cas que je vais vous montrer et pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, un vrai cas concret avec des impacts positifs grâce au no-code. Le premier, je l'avais fait quand j'étais en poste chez GoJob. Donc GoJob est une agence d'intérim
avec plus de 25 000 missions par an. Donc, c'est quand même voilà, un gros volume de missions. Les missions d'intérim peuvent être des missions qui durent une journée. Donc, on est vraiment sur l'opposé des CDI, qui sont des contrats de 1, 2, 3 ans. Les missions d'intérim sont des fois des missions courtes, mais en tout cas, on est sur des gros volumes. Le contexte était le suivant, donc c'était l'année dernière et cette année. On arrive donc en période de Covid, confinement et couvre-feu, plus ou moins différents, bien sûr. Et donc là, en fait, le problème des équipes de GoJob, donc les équipes plutôt de recrutement, celles qui étaient en lien avec les intérimaires qu'on mettait à disposition des clients, mais en fait, c'est que pour chaque intérimaire et chaque mission, les recruteurs devaient générer l'attestation de déplacement en couvre-feu, en confinement, sur mesure pour l'intérimaire. Parce qu'en fait, en agent d'intérim, on est employeur des intérimaires. Et donc, c'était à GoJob de créer ce document-là et de l'envoyer par email, par SMS. Donc là, chacune des personnes, pour chacune des missions, passer 10 minutes pour pouvoir du coup récupérer les infos sur notre logiciel, copier-coller sur un document Google Doc, envoyer ensuite un email avec la pièce jointe. Donc là, il n'y a aucune valeur ajoutée. Et en plus, on peut se tromper sur le nom et au final, l'intérimaire, il peut avoir 135 € d'amende. Ça, c'était le problème. Et l'objectif, du coup, c'était de pouvoir automatiser la génération de cette attestation à chaque fois qu'un contrat est généré de notre logiciel interne, dans notre back-office. Donc là, du coup, la solution, c'est quoi? C'est qu'on a automatisé la création avec un outil qui s'appelle Zapier. Le résultat, il est assez énorme. Donc, il y a eu plus de 25 000 attestations qui ont été générées depuis donc, le début du Covid, ce qui représente, à la louche, environ 6 heures par semaine gagnées pour un chargé de recrutement. Donc, par exemple, GoJob avait à l'époque une vingtaine de chargés de recrutement. Ça fait donc 20 heures, 20 fois 6 par semaine. Donc, en fait, c'est l'équivalent de 1 à 2 collaborateurs à temps plein qui faisaient que ça. Donc là, imaginez le gain de cette automatisation. Donc là, on a utilisé un outil qui s'appelle Zapier, qui va automatiser des tâches, avec Google Drive, qui permet de construire un document sur mesure à partir d'informations qu'on va récupérer dans notre outil interne via Zapier. Vous avez des alternatives à chaque fois différentes, Integromat, qui ont des avantages et des inconvénients, et Pandadoc, qui permet de faire un peu la même chose que Google Drive. Le coût, parce que c'est important quand même de vous montrer un petit peu le bénéfice. Vous avez vu, humain, il est énorme. Donc, imaginez si vous ramenez ça sur des coûts RH, ça chiffre en dizaines de milliers d'euros, je pense, par mois. Le coût vraiment non pas du développement, mais le coût vraiment de l'outil qui permet de faire cela, c'est 50 € pour 400 attestations. Vous voyez, si on ramène ça sur des dizaines de milliers d'euros d'économiser d'un point de vue RH, le coût pour cela est vraiment anecdotique. D'un point de vue développement, pour vous montrer un petit peu en combien de temps on peut espérer avoir ce type de solution-là, typiquement, je l'ai faite en moins d'un jour, c'est-à-dire que le soir même où Castex, à l'époque, je crois que c'est Macron qui avait annoncé ça, le lendemain, j'ai fait la solution et le lendemain soir, c'était en production. On avait déjà tous nos recruteurs qui commençaient à s'inquiéter de se dire on va passer une journée à faire ça. Et en un jour, la solution est apparue. Et donc, du coup, ce problème-là, en fait, a disparu en un jour. Donc ça, c'est si vous passez par une agence qui maîtrise déjà les outils. Si vous le faites par vous-même, le temps de découvrir un petit peu, de trouver les bons outils, de monter en compétence sur les outils, vous pouvez espérer le faire entre 5 et 7 jours. Souvent, je trouve qu'il y a un rapport de 1 pour 3. Alors, ça dépend des projets, ça dépend des outils, mais souvent, je dis que le client passerait 3 fois plus de temps pour faire la même solution qui sera potentiellement aussi moins bien faite et moins bien optimale. Parce qu'encore une fois, nous, on a l'habitude. Vous, ce sera votre première fois. Donc, typiquement, tous les problèmes que vous rencontrez la première fois, nous, on les a déjà rencontrés il y a quelques années. Donc là, c'est vraiment un sujet qui peut revenir très souvent dans votre PME. Par exemple, vous voulez automatiser la création des contrats de travail, vous voulez automatiser la création des devis. Voilà, tout ce qui est automatisation, dès que vous faites une tâche plus de 10 fois par semaine, sachez que vous pouvez potentiellement l'automatiser grâce à des outils comme Zapier, Integromat, par vous-même ou par une agence de no-code. Donc là, niveau complexité, on est vraiment sur plutôt le niveau basique en no-code d'un point de vue solution et outils utilisés.
Seconde chose qui est intéressante comme cas client que vous pouvez vous-même avoir, en tout cas avoir besoin, c'est le fait de pouvoir créer une landing page, donc un petit site vitrine pour pouvoir récolter des rendez-vous commerciaux. Donc là, le client, c'était moi-même lorsque j'ai voulu créer ma structure donc d'agence no-code swap. J'avais lancé ma nouvelle activité. J'avais encore aucune présence en ligne. Et j'avais du coup comme problème, comment je peux rapidement mettre un petit peu mon nom, mon offre en ligne et comment je peux acquérir des premiers prospects par rapport à l'offre du coup que je propose. Donc là, mon objectif était de pouvoir créer un site vitrine très rapidement et pouvoir du coup automatiser la prise de rendez-vous, parce que moi j'aime beaucoup le côté, je propose à mon prospect de prendre rendez-vous que de lui proposer un formulaire où je lui pose 10 questions. Je pense que le client, le prospect, il veut une chose, c'est se faire écouter, raconter ses problèmes et pouvoir rapidement savoir quand est-ce que je peux planifier un rendez-vous. Donc du coup, c'était vraiment de pouvoir automatiser la planification d'un rendez-vous d'un prospect. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retrouver pour n'importe quel business. Dès que vous voulez acquérir de nouveaux clients, vous pouvez envisager de créer une landing page. La solution, je vous la montre parce que du coup, c'est une solution en image. Alors, si vous ne connaissez pas encore Swap, voici le site. Donc là, on est sur une page qui est assez simple. On retrouve au début un petit peu le slogan de la page. On est sur une page qui est vraiment une seule page unique. Vous avez donc les différentes les offres que vous proposez. Donc là, c'est vraiment spécifique à mon business. Et automatiquement, à l'issue de mon petit discours un peu commercial, en bas, vous avez directement une prise de rendez-vous qui permet, par exemple, là, je suis disponible aujourd'hui. Ah, elle a été pris entre-temps. Elle a disparu. Donc là, le prochain créneau disponible, c'est vendredi à 16h. Donc là, automatiquement, quand le prospect prend un rendez-vous, ça va créer une invitation dans mon calendrier dans le calendrier du prospect, avec un lien de visio, et automatiquement, on pourra discuter le jour J. Ça, je vous le montre parce que ça m'a pris quelques heures, encore une fois, parce que je maîtrisais déjà l'outil, mais je vous montre un outil no-code en live qui s'appelle UMSO, U-M-S-O. Et donc là, en fait, par exemple, je vais créer un full site. On me dit qu'est-ce que je vends. Par exemple, je vends plutôt c'est plutôt un outil en ligne que je vends. Alors ça, c'est nouveau. Je veux plutôt, ça on s'en fout, je ne connaissais pas. Vous dites si vous voulez plutôt mettre des illustrations, par exemple des illustrations avec des humains. Donc, vous allez voir. Vous choisissez un petit peu la typographie, est-ce que vous voulez avec sérif, sans sérif, la couleur, par exemple du noir. Et là, vous avez un petit peu les blogs qu'on retrouve sur différents sites, par exemple les logos pour montrer que vous travaillez avec tel client, les différentes fonctionnalités que vous proposez, etc., etc. Et là, vous faites Create. Et là, automatiquement, vous avez déjà votre site qui est entièrement créé. Et après, pour le modifier, vous allez simplement dessus et tous les blocs sont modifiables d'un point de vue texte. Donc, c'est en faisant ça qu'après, du coup, et là, je reviens sur la présentation, avec un outil qui s'appelle Calendly, un outil de prise de rendez-vous. J'ai intégré l'outil Calendly directement dans le site vitrine qui a été réalisé sur UMSO. Donc là, ce qui est intéressant d'un point de vue résultat, c'est qu'en fait, en l'espace de quelques jours, j'ai créé le site et j'ai pu du coup récolter déjà 3 rendez-vous en une semaine. Si j'étais parti sur un développement avec un prestataire, le temps de trouver le prestataire, ça m'aurait pris du temps. Le temps de construire le site en langage de développement, ça m'aurait pris 2-3 semaines. Et donc au final, là, j'aurais perdu 3 rendez-vous potentiellement de prospects. D'un point de vue alternatif, vous avez Cards, Doric et Webflow, qui sont donc des outils un peu similaires, avec à chaque fois, bien sûr, chacun a ses avantages et inconvénients. Pour vous donner une ordre d'idée sur le coût, donc sur UMSO, pour avoir donc un site, donc là on est sur un package de 3 sites, c'est $29 par mois. Donc pareil, là aussi c'est quelque chose qui est ultra accessible. Vous avez après l'hébergement que vous devez par vous-même du coup acheter, donc par exemple sur OVH, comptez environ une vingtaine d'euros par an. Et l'outil Calendly est gratuit. Vous voyez là, pour $30 par mois, j'ai pu faire la plateforme que je vous ai montrée en l'espace de, ça m'a pris moins d'une journée. Donc pour une agence
en fonction de la richesse de votre site que vous voulez. Est-ce que l'agence doit aussi fournir le contenu pour optimiser le référencement? Ça va prendre entre 1 et 2 jours. Là où du coup, si vous le faites par vous-même, encore une fois, si vous découvrez l'outil connaissance de comment construire une landing page avec des boutons, comment construire une prise de rendez-vous sur Calendly, ça vous prendra entre 5 et 7 jours. Donc, si vous ramenez ça sur un coût de développement plutôt d'un point de vue en euros par rapport à une agence no-code, bon, les prix d'une agence et des freelances varient, hein, donc on est sur entre du 400 et du 800, enfin une grosse fourchette. Donc par exemple, pour faire une landing page comme je vous l'ai montré, ça va coûter ça dépend qui vous l'a fait avec le TGM de la personne, entre 400 € et 1500 €, vous voyez. Donc ça reste des coûts qui sont vraiment très raisonnables. Et par vous-même, encore une fois, c'est simplement 29 $ par mois. Donc ça, c'était le second cas client. Donc là, d'un point de vue complexité, on est toujours sur une complexité qui est vraiment pour moi le premier niveau de complexité. Hormis si vous partez sur l'outil Webflow, qui est un outil qui est plus complexe, mais plus complet. Donc là, on passe sur niveau 2 étoiles pour moi. Troisième cas, qui est le cas le plus complet et qui va parler peut-être encore plus à vous PME. On parle d'ERP, vraiment un outil de centralisation des données de l'ensemble de vos processus administratifs et opérationnels. Application métier, les deux sont plus ou moins un peu des synonymes. Donc là, c'était pour un client qui est un organisme de formation en santé et en sécurité de travail. Donc concrètement, c'est une PME qui va mettre en relation des clients qui ont besoin de former leurs collaborateurs, par exemple, sur les exercices de sécurité, de prévention au travail, d'évacuation en cas d'incendie. Et donc, ils mettent en relation ces clients qui ont des besoins de formation avec, du coup, un réseau de formateurs dont dispose, du coup, l'organisme de formation qui va, du coup, assurer la formation et s'occuper de toute la partie un peu administrative de pointer la feuille d'émergement en fonction des collaborateurs, faire les tests des collaborateurs et après transmettre toutes ces informations à l'organisme de formation qui est vraiment l'organisme qui va centraliser la partie plutôt devis, facturation avec les clients et les formateurs. Ça, c'était le contexte, le client. Le contexte, c'était qu'en fait, ils avaient vraiment leur processus, ça faisait 1 an qu'ils avaient l'activité, donc leurs processus sont rodés. Ils savent comment fonctionne la relation entre eux et leurs clients, la relation entre eux et leurs formateurs. Ils ont du coup énormément de clients, énormément de formateurs, donc ça va vraiment démultiplier un petit peu les spécificités des fois entre chacun. Et ils avaient du coup un souhait de pouvoir croître en business sans pour autant faire x2, x3 en effectif de leurs équipes. Et donc pour cela, du coup, ils devaient trouver des solutions pour pouvoir gagner en productivité. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont du coup tournés vers nous. Donc concrètement, les problèmes, ils étaient un peu assez nombreux, mais concrètement, leur problème, c'est quoi? C'est que tous ces processus, ils sont rodés, mais ils étaient entièrement faits sur des Google Sheets, donc des fichiers Excel, des fois des papiers. Toute la communication entre les clients, les formateurs se faisait par email ou même par WhatsApp. Ils n'avaient pas vraiment d'outils, de portail où toutes les infos étaient centralisées pour eux, mais aussi pour les clients et pour les formateurs. Donc, on est vraiment sur une PME un peu classique, on va dire, où ils ont une maîtrise du cœur de business qui est vraiment le métier. Mais par contre, d'un point de vue digital, ils avaient vraiment pas grand-chose. Et donc là, l'objectif, c'était quoi? C'était de pouvoir, du coup, digitaliser et en grande partie d'automatiser la gestion de l'ensemble des actions plutôt d'opération, d'administratif et de support. Et on avait du coup aussi 2 enjeux. C'est de pouvoir créer un véritable portail pour les clients pour qu'ils soient un peu plus autonomes et qu'ils puissent par eux-mêmes faire des actions pour aussi faciliter du coup la productivité des équipes de cette PME-là. Et du coup, de rendre aussi autonomes les formateurs pour qu'ils aient accès aussi à leur tour à un portail où ils vont récupérer les infos, là où avant, ça se faisait par des échanges de WhatsApp. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le produit qui a été construit, qui n'est pas encore en développement, qui n'est pas encore en production. Donc, il a été construit en partenariat avec The Toolbox, donc qui est le leader des agences no-code en France, avec qui donc j'ai collaboré pour construire l'outil à destination de SAFE, qui est donc la PME organisme de formation. Donc voici l'outil. Donc là, on est sur l'outil vraiment le portail. On est sur un portail vraiment portail
interne, qu'on peut appeler plutôt back-office. Il y a aussi un portail pour les clients et un portail pour les formateurs. Donc là, ce que je vous montre, c'est le portail interne, le back-office, pour que Safe puisse organiser l'ensemble de leurs opérations administratives, etc., etc. Vous voyez par exemple qu'ici, dans Utilisateur, ils ont à tout moment un visu sur leur réseau de formateurs avec une vue sous forme de Kanban qui permet de savoir en fait quels sont les profils qui sont déjà ready to work, quels sont les profils qui ne sont pas encore validés et quels sont les profils qui viennent d'être inscrits dans le réseau et qui du coup manquent encore des informations. Donc ça, c'est la vue un petit peu pour la partie formateur. Si on va sur les entreprises, pareil, on peut voir à tout moment les infos sur les entreprises. Quelles sont les infos? Est-ce qu'elles sont déjà onboardées, complètes ou pas? Donc là, encore une fois, vous avez une vue Kanban, mais vous avez une vue aussi sous forme de liste. À tout moment aussi, les équipes de Safe ont accès à l'ensemble des documents, parce que pour pouvoir exercer en tant que formateur, il faut du coup construire un vrai dossier avec du coup des pièces comme le RIB, le CV, la carte d'identité. Et donc c'est ici que les équipes de Safe vont pouvoir accéder, par exemple, à la carte de sécurité qui a été transmise via le portail du formateur. Et donc là, du coup, Safe aura simplement, du coup, sur la base de la carte Vita qui a été transmise, à saisir le numéro de sécurité sociale, ce qui va ensuite permettre, lorsqu'on va créer un contrat de travail avec le formateur, du coup, de pouvoir générer le document de façon automatique. Là où aujourd'hui, ils avaient encore une fois un Google Doc avec un template de contrat et ils devaient récupérer sur un premier fichier Excel les informations du formateur. Ils devaient récupérer les photos envoyées par WhatsApp pour récupérer le numéro, etc. Donc, tout est fait à la main. Là, automatiquement, dès qu'un dossier sera créé, il sera automatiquement créé sur mesure par rapport aux infos du logiciel et il sera aussi transmis, mis à disposition côté formateur dans son portail. On retrouve ensuite vraiment le cœur du business qui sont du coup les dossiers de formation. On aura donc sur le portail client, les clients vont pouvoir passer des commandes pour dire j'ai besoin d'une formation de secourisme pour 10 collaborateurs la semaine prochaine. Et donc, c'est ici que va intervenir Safe pour, du coup, assurer, trouver déjà le formateur par rapport aux besoins de mon client, par rapport à la disponibilité des formateurs. Donc là, automatiquement, quand on va aller sur le dossier, on va avoir accès aux infos détaillées du client, où est-ce que ça se déroule, à quelle heure, combien de stagiaires, quelles sont les infos, les particularités du client. Et c'est à ce moment-là que, du coup, on va pouvoir choisir le formateur et permettre aussi aux formateurs par eux-mêmes de découvrir les formations qui sont à pourvoir. Et donc, le formateur va pouvoir postuler pour une formation. Et une fois qu'on aura du coup assuré ce matching-là entre le formateur et le client, toute la partie de contractualisation, les feuilles d'émergement qui seront ensuite transmises aux formateurs seront directement dans le portail. Et on a aussi construit la partie devis pour les clients, facturation pour les clients. Donc, on est en train vraiment vous avez vu, de digitaliser vraiment tous les processus de Safe. Tous les fichiers qu'utilise Safe vont disparaître au profit de ce nouvel outil. Donc ça, c'est la petite démo. Je ne vais pas vous montrer la partie client et la partie formateur, mais imaginez que c'est un peu la même chose, sauf qu'ils auront accès du coup à plus ou moins de fonctionnalités avec des gestions de rôles et de permissions. Ça, typiquement, du coup, donc les résultats, j'en ai pas malheureusement à vous montrer, mais naturellement, l'équipe de Safe va avoir un gain énorme de productivité, ce qui va la permettre de pouvoir, du coup, on va dire, aspirer à faire beaucoup plus de business sans pour autant, du coup, soit passer plus de temps même, soit avoir un besoin de recruter de nouvelles personnes dans leur équipe. Là, au niveau des outils utilisés, on est sur un outil qui s'appelle Airtable, que vous connaissez peut-être, qui permet de construire et stocker toutes les informations que vous avez vues sur le logiciel, et Stacker, qui permet vraiment de créer l'interface utilisateur avec une notion vraiment de permission, donc de créer un portail client, créer un portail utilisateur pour les formateurs et créer un portail plutôt de type back-office. Ça, c'est une stack que j'utilise particulièrement, que je trouve vraiment accessible, en tout cas pour les PME. Vous avez aussi comme alternative les outils qui suivent, qui sont de gauche à droite les outils du plus simple au plus complexe.
Encore une fois, selon vos besoins, vous aurez du coup un outil comme Bubble qui permet de tout faire sur mesure, mais qui nécessite plus de temps, en tout cas pour découvrir le logiciel et pour construire la solution. Là où Stacker est l'outil vraiment le plus rapide pour pouvoir construire une solution sur un besoin qui est assez simple. D'un point de vue coût, donc ça, si on prend vraiment le coût du logiciel, encore une fois, pour Airtable et Stacker, on est sur un coût de 300 € par mois. Donc, par exemple, sur une PME qui génère voilà, plusieurs centaines de milliers d'euros, pareil, c'est un coût qui reste pour moi vraiment intéressant. Là où on n'est pas sur des solutions à Salesforce qui peuvent vous coûter des centaines de milliers d'euros à l'année. Si on prend maintenant le point de vue développement donc, de ce que je vous ai montré, donc là c'est encore en coût de développement, mais si vous passez par une agence ou par un freelance, en tout cas sur ce produit-là que j'ai construit avec les outils que je vous ai montrés, donc Airtable et Stacker, il faut compter environ une quinzaine de jours, 15-20 jours, pour pouvoir arriver à l'outil que je vous ai montré. Si vous le faites par vous-même, encore une fois, voilà, le facteur 3 x 3 x 4, vous mettez, je pense, environ 2 mois, le temps de trouver les bons outils, construire l'outil et appréhender l'outil. D'un point de vue complexité, là, on est sur un niveau 2 pour moi, donc on est plus compliqué que les deux premiers exemples. Et si on part sur des outils comme Bubble ou comme Retool, qui sont des outils encore plus sur mesure, où on peut faire vraiment de la customisation plus profonde et on a vraiment des fonctionnalités qui sont beaucoup plus riches. Là, on est vraiment sur un niveau 3 étoiles, qui est pour moi le niveau le plus complexe aujourd'hui en no-code. Donc voilà pour le troisième cas. Du coup, là, je vous donne vraiment mon avis. Encore une fois, il y a plein de puristes qui vous disent Bubble, c'est super, on peut tout faire avec. Je trouve que pour les PME, Bubble n'est pas l'outil le mieux adapté. Moi, si je devais vous conseiller vraiment des outils les plus simples pour votre PME, que vous le fassiez par vous-même ou que vous fassiez ça par une agence no-code, je vous conseille vraiment le duo Airtable Stacker pour tout ce qui est création, comme vous l'avez vu, de portail pour vous, portail pour vos clients, portail pour vos collaborateurs. Ça peut être quelque chose qui est super intéressant. XAR, pour moi, est un outil qui est aussi vraiment intéressant, qui peut être plus intéressant quand on est sur une application qui est plus complexe, avec des besoins en customisation qui sont plus importants. Là où Stacker, vous avez vu, c'est assez simple et basique, ça fonctionne très bien. Si vous voulez vraiment mettre un peu plus d'investissement sur le design, sur des fonctionnalités qui sont plus profondes, par exemple mettre des QR codes, mettre de la signature électronique, ça peut être un outil plus adapté. Et Zapier, qui fonctionne en complément de ces outils-là ou même de façon indépendante, qui vous permettent plutôt d'automatiser des tâches, comme vous avez pu le voir sur le premier cas et le second cas. Donc voilà pour les grands gagnants. En tout cas, si je devais retenir 4 outils, ce serait ces 4-là. Et bien sûr, UMSO pour créer les landing pages. Je ne vous l'ai pas mis, mais si vous devez créer demain un petit site, partez sur UMSO, vous allez gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc voilà pour la partie présentation. Voilà, écoutez, merci à tous.